Bonsoir mes amis. Alors aujourd'hui, je viens vous parler d'un crime particulièrement abominable. Il faut savoir que ici en Angleterre, quand les Anglais tuent, quand le British tue, il fait dans le romanesque. C'est peut-être dû à la météo, peut-être dû à la bouffe, je ne sais pas. Mais dans ce pays, il y a énormément de crimes. Il y a une grande tradition de crimes, particulièrement odieux, comme celui que je vais vous raconter ce soir. Et l'homme dont il est question ce soir, la presse a convenu de l'appeler l'homme à la fosse sceptique. Je vais vous montrer sa tête et vous allez voir que il n'a pas la gueule du mouton. Il n'a pas la tête, n'est-ce pas? Il n'a pas la tête de l'emploi. Ce gars, regardez-le bien, il n'a pas la tête à te tuer et te jeter dans une fosse sceptique. Pourtant, c'est exactement ce qu'il a fait. Alors, de quoi s'agit-il? Nous parlons d'une auteure à succès, une femme qui a fait sa fortune dans les livres pour adolescents. Je vous montre un exemple, celui-ci. Et vous voyez son nom, elle s'appelle Hélène Bailey. C'est une femme qui écrivait des livres donc pour les enfants et les adolescents. Et cette femme, en 2011, elle part avec son mari, elle part aux Barbades pour des vacances estivales. Et l'homme rentre se baigner et il va se noyer sous ses yeux. L'eau là-bas est traître, elle est bleue, il y a le soleil, le sable doré, mais l'eau est traître quand même. Et justement, cette traîtrise se manifeste ce jour-là quand l'homme se noie au vu et au su de sa femme qui ne peut rien faire. Et comme elle le racontera plus tard, elle dit « J'étais en bikini et je suis devenu veuve. Je suis devenu veuve en bikini. Le loco arrive, cherche à le secourir, ils ne peuvent rien faire, il sort le corps. Mes condoléances. C'est fini. Point final. » Et donc, ce qui se passe, c'est qu'elle rentre chez elle, n'est-ce pas, en Angleterre. Nous sommes en 2011. L'homme qui vient de mourir, ça fait 22 ans qu'elle était avec lui. Et elle cherche à reprendre sa vie comme elle peut. C'est une personne qui est assez riche, elle a une très belle maison, elle a beaucoup d'argent sur le compte. Ce genre de livre se vend très bien. Et à un moment donné, elle va sur Facebook. Elle va sur Facebook où elle va rejoindre des groupes de gens qui sont en deuil. Il y a dans ces groupes-là, vous savez, sur Facebook, quel que soit le problème que vous avez dans votre vie, une maladie, un événement particulier, peu importe, il y a énormément de groupes, souvent fermés, et vous devez frapper à la porte, et en général on vous ouvre, un administrateur vous permet d'accéder, et vous pouvez partager de manière peut-être pas aussi publique que sur votre mur Facebook, vous pouvez partager un petit peu votre ressenti, et puis d'autres gens qui comprennent exactement ce que vous êtes en train de dire, parce qu'ils vivent la même chose, viennent vous soutenir. Et donc, dans un groupe Facebook, elle fait la connaissance d'un gars. Elle fait la connaissance d'un type. Elle a 51 ans, lui, il en a 56. Il a l'air bien sur lui-même. Donc, elle commence à discuter avec lui, elle commence à échanger avec lui, puis ce qui doit arriver arriva. Ils se retrouvent ensemble. Lui aussi est là pour une raison. Il a perdu sa femme. Il est veuf, comme on dit. Et il perd sa femme dans des conditions particulières, en fait. Elle tomberait de morte, là, anévrisme. Et puis, elle était morte. Et puis voilà, il était pour les mêmes raisons sur ce groupe Facebook. Et donc, ils emménagent ensemble. Cette femme, Hélène Bailey, donc l'auteur de ce livre, et cet homme emménagent ensemble. Les voici, voilà. Un jour de bonheur où ils cherchent un peu les deux à recomposer, on va dire, leur vie. Et en avril 2016, la femme disparaît. Son mari inquiet, enfin, c'était pas son mari, ils vivaient ensemble en concubinage, comme on disait à l'époque. Et le gars appelle la police. La police arrive, il cherche un petit peu, il n'y a pas de trace d'elle, et il leur dit, voilà, elle est sortie avec son chien, elle n'est plus revenue. Il lui parle, est-ce qu'elle avait des raisons d'aller quelque part, est-ce qu'elle avait reçu des menaces? Il dit oui, il y avait deux gars, un gars qui s'appelle Joe, un gars qui s'appelle Nick, qu'il décrit de manière un peu vague, comme ça, ils avaient l'air patibulaires. Et puis,
c'est des gens qui avaient des créances à présenter. Euh, ils étaient en affaire avec son défunt mari. Et donc, il voulait un demi-million de livres. Et comme elle n'a pas pu leur fournir l'argent, il l'a menacé. Et puis peut-être c'est eux qui l'ont enlevé. Ben, alors la police, bien sûr, ça leur dit rien qui vaille, parce qu'ils connaissent le milieu de la région. Ils savent bien que deux gars sérieux qui se promènent dans cette zone euh, pour réclamer de l'argent à la veuve et l'orphelin, ça leur dit rien qui vaille. Ils n'accordent pas beaucoup de crédibilité à cette histoire, hein, pour faire simple. Ils savent que quelqu'un est en train de les mener en bateau. Et donc, ce qu'ils vont faire, ils vont commencer à fouiller, ils fouillent la propriété, ils ne trouvent rien. Pas de trace d'elle, ni de son chien. Euh, Ses cartes bancaires ne sont pas utilisées, il n'y a pas de trace d'elle. Pourtant, il y a un truc qui va attirer leur attention. Enfin, il y a quelques petits détails qui vont attirer leur attention. Le jour de sa disparition, l'après-midi même, elle disparaît le matin, l'après-midi, son mec va vers un notaire de la ville pour mettre en vente une des propriétés qu'elle possédait, propriété secondaire. C'est assez intéressant. Deuxièmement, comme elle était riche et lui ne l'était pas, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle avait un virement permanent qui se faisait chaque mois de son compte à elle vers son compte à lui, et elle lui virait 900 livres d'argent de poche, à peu près 1000 euros. Le jour où elle disparaît, il se connecte sur son compte à elle et il change ce virement de 900 euros, enfin 900 livres, et il le change à 4000 livres par mois. Donc il va multiplier ce virement. J'allume la lumière, je vais vous raconter la suite parce que c'est une histoire tellement abominable qu'on ne peut pas la raconter dans le noir. Et donc, je vous disais qu'il y avait deux détails, enfin trois, qui ont attiré l'attention des flics. La tentative de vente de la maison, le virement qui est multiplié, et il y a encore autre chose. 2 jours après la disparition de cette femme, son téléphone, à elle, va se manifester. Et vraiment là, on peut saluer la munitie de la police, parce qu'on voit qu'ils ont bien cherché. Parce qu'ils vont trouver quoi? Ils vont trouver un détail absolument extraordinaire. C'est que, vous savez, les téléphones comme celui-ci, ils connaissent des réseaux Wi-Fi, Wi-Fi, comme vous dites en France. Ils connaissent des réseaux Wi-Fi qui sont enregistrés. Votre domicile, le resto où vous avez vos habitudes, tout ça, leur Wi-Fi est enregistré dans le téléphone. Le mot de passe est enregistré. Donc, quand ce téléphone arrive à porter du Wi-Fi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va automatiquement se connecter sur le Wi-Fi. Ils vont voir que 2 jours après sa disparition, dans la résidence secondaire, quand on regarde dans le modem, on regarde dans les logs du modem, on va voir que son téléphone à elle s'est connecté. Elle, avec le téléphone sur elle, ou bien quelqu'un avec le téléphone, était arrivé dans la maison, avait le téléphone sur lui, et sans que cette personne ne le sache, bien sûr, le téléphone s'est connecté sur le modem et s'est déconnecté quand la personne est partie. Très intéressant. Et en fait, il commence à surveiller le mari. Enfin, pas le mari, le mec de la nana. Et ils interrogent les voisins. Et à un moment donné, un voisin qui raconte, vous savez, ce genre de témoin qui arrive vers la police, qui leur dit, vous savez, il y a un truc qui m'est passé par la tête, je ne sais pas si c'est important dans votre enquête, mais bon, je vous le dis quand même à toute fin utile. Et en fait, ce voisin va leur donner la clé du mystère. Et ce qui se passe, c'est qu'il va leur dire qu'un jour, Hélène Bailey était là, son mec était là, 2 ou 3 voisins étaient présents, et elle commence à parler. Et elle dit que dans la propriété, il y a une ancienne fosse septique qui n'existe même pas sur les plans de la maison. Il y a une ancienne fosse septique et que cette fosse, c'est une auteure qui parle, serait la cachette idéale pour un cadavre. Alors bien sûr, la police cherche potentiellement un cadavre.
Donc, cette idée les intéresse. Ils ont fouillé plusieurs fois la maison déjà. Ils n'avaient rien trouvé. Mais ils décident de repartir et chercher cette fois-ci une fosse septique. Et en fait, ils vont la trouver, la fosse septique. Et l'entrée de la fosse septique, elle est dans le garage de la maison. Elle est dans le garage de la maison. Et les premières fois quand ils ont fouillé, n'est-ce pas, quand ils ont fouillé la maison, lors de la perquisition, ils n'ont pas vu la fosse septique parce que, je vous montre ici, il y a le cercle. Vous voyez le garage? Donc le garage vous montre, le cercle vous montre l'entrée de la fosse septique. Et ce qui s'était passé, c'est que lors de leur fouille précédente, un véhicule était garé sur l'entrée de la fosse septique. Ils ont fouillé le véhicule, mais n'ont pas regardé dessous. Et donc, ils ont failli de voir que sous le véhicule, il y avait une sorte de carré en béton qui pouvait s'enlever et dissimuler l'entrée d'une fosse septique. Alors, bien sûr, ils obtiennent encore un énième mandat et ils vont chercher à aller dans cette fosse septique et voir ce qu'il y a dedans. Et voilà, vous voyez ici la police, donc l'entrée de la fosse septique, c'est le carré au-dessus. Et vous voyez ici des personnes de la police en train de, à la main pratiquement, de creuser pour atteindre cet endroit-là. Et bien sûr, une fois qu'ils arrivent là-dedans, sans surprise, ils vont trouver deux corps. Ils vont trouver le corps de Ellen Bailey, ils vont trouver le corps de son chien, et même un jouet de son chien. Et puis, elle est là-dedans, elle est dans ces immondices, dont certaines sont là depuis avant la Première Guerre mondiale. Il s'agit d'une ancienne fosse. Et bien sûr, le corps est dans un état de décomposition avancée. Elle a disparu en avril, il la retrouve en juillet. Et le médecin légiste n'arrivera jamais à déterminer avec certitude, parce que là, je pense qu'il y a une question que beaucoup de gens se posent à ce stade. C'est que, est-ce qu'elle a été jetée vivante là-dedans, ou est-ce qu'elle a été jetée morte? L'autopsie du chien et l'autopsie de la femme n'ont pas permis de savoir, n'ont pas permis de trancher la question. Mais il est fort possible qu'elle ait été jetée vivante là-dedans, parce qu'ils ont découvert des traces de somnifères puissants qu'elle prenait de toute façon elle-même. Donc ces traces ne sont pas absolument non naturelles, mais la concentration était assez élevée. Donc il est fort probable que cet homme l'ait droguée avec ce somnifère qu'elle prenait elle-même. Et à un moment donné, il y a deux écoles ici. Il y en a qui disent il l'a suffoqué avec un sac, il l'a tué, il l'a suffoqué avec un sac, parce qu'ils ne trouvent pas des traces de strangulation ou autre, donc ils imaginent un cas de suffocation, ou bien, et ça serait presque pire, parce que ce qui est abominable avec ce crime, c'est qu'on espère qu'il l'a tué. C'est ça le truc, c'est que quand on lit au sujet de ce crime, on s'informe au sujet de ce crime, le seul espoir qui nous reste, c'est qu'il l'ait tué. Parce que s'il l'a jeté vivant dans cette fosse abominable, il est fort possible qu'elle lui mis des semaines à mourir dans cet endroit oublié des dieux et des hommes, par-dessus lequel une voiture est garée et puis une porte de garage est fermée. Et c'est une mort, comme disent les Japonais, c'est une mort abominable quand même, honorable mais abominable. La personne, cette nana, ne méritait pas de mourir de cette façon-là. Et ils vont arrêter le gars. Il n'a jamais avoué, il a été condamné à la prison à vie. Il n'a jamais voulu avouer, il n'a jamais voulu dire ce qu'il a fait. Et c'est terrifiant, parce que quand vous le regardez encore une fois, comme on dit en Algérie, il n'a pas la gueule du mouton. Hein. Vous voyez, je vais vous le remontrer encore. Il n'a pas la gueule, il n'a pas la gueule à faire une saloperie de ce niveau-là. Hein. Pourtant, la police commence à s'intéresser à sa précédente femme. Et ils vont découvrir qu'elle est morte dans des conditions assez bizarres. Et elle avait une assurance vie de l'ordre de 80 000 livres. C'est pas beaucoup, mais pour certains, vous savez, on vit dans une époque où des gens se tueraient pour 20 €. Hein. Donc 80 000 livres. Elle avait une assurance sur la gueule.
Et à un moment donné, elle est morte. La famille n'a jamais été convaincue du scénario de sa mort. Elle était relativement jeune, en bonne santé, et elle tomberait morte à la brutale. L'enquête a été réouverte, en tout cas, au sujet de sa mort. Et la Bailey, elle est là. Il y a sa photo dans son livre. Je vais vous la montrer. Il y a sa photo dans son livre. Mais ce livre, je l'ai prêté à quelqu'un. Je l'ai acheté pour la vidéo. Je l'ai prêté à quelqu'un. Quand la personne me l'a rendu, elle m'a rendu attentif à un certain nombre, à quelque chose qui est assez étrange, que même la police britannique n'a pas relevé. Je vais vous montrer. Regardez cela. Si vous lisez l'anglais, vous pouvez arrêter ici. Sinon, je vais vous traduire. C'est les livres. Alors, ce livre est sorti en 2010. Le mari de cette nana est mort et s'est noyé en 2011. Ce livre a été écrit en 2010. Les années avant 2010, donc 2008, 2009, etc., il y a ces livres qui ont été écrits par elle. Donc, ces livres ont été écrits dans les années qui mènent à la mort de son mari. Je vais vous donner les titres, c'est assez impressionnant. Life at the shallow end. La vie du côté peu profond. La vie du côté peu profond. D'accord. Out of my depth, ça c'est le prochain livre. Ça signifie je n'ai plus pied. Je suis dans une zone peu profonde et maintenant je n'ai plus pied. Swimming against the tide. Je nage contre le courant. Taking the plunge. Plonger. Et le 5e livre, écrit toujours dans les années qui mènent à la mort de son mari, par noyade. Failing hook, line and sinker. L'hameçon qui se casse. La ligne. Et le sinker c'est ce que les pêcheurs utilisent, ce poids en plomb que les pêcheurs utilisent pour noyer la ligne. C'est assez étrange. Soit c'est prémonitoire, soit elle veut nous dire quelque chose. En tout cas, on voit bien dans rien qu'à regarder les titres de ces livres qui sont disponibles aujourd'hui en vente, qu'elle était relativement obsédée par la noyade. Et elle était en train de décrire une noyade dans une très bonne chronologie. Voilà, je vous laisse mes amis et je vous souhaite une très bonne nuit.